Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 25 septembre, où que vous soyez, vous êtes les bienvenus sur Monaco Info, et voici les titres qui seront développés. Deuxième jour pour le Monaco Yacht Show, aujourd'hui focus sur des engins nautiques que l'on peut retrouver à bord des yachts présents sur le salon en ce moment. La deuxième édition du Digital Flash Up, ce cycle de conférences permet de sensibiliser les acteurs de l'économie monégasque aux grands enjeux du numérique. Un nouveau téléservice lancé par le gouvernement pour simplifier la création d'activités en nom personnel. Ce nouveau téléservice offre aux usagers un parcours simple, rapide et sécurisé. Notre invité nous présentera un colloque qui vient d'avoir lieu et qui a été organisé au musée d'anthropologie, dont le but est de réunir des scientifiques et des experts autour des enjeux de la préservation du patrimoine face aux risques naturels. Des tableaux confectionnés en chocolat, voilà le défi de la deuxième édition Chocolat Show, la présentation des toiles chocolatées dans un reportage. Monaco à l'ombre du vent, voici le nom de l'exposition du Comité national monégasque de l'AIAP qui célèbre ses 70 ans dans la salle des expositions du quai Antoine Ier. Et enfin, juste à côté, le Quai des Artistes a organisé mardi soir son premier comédie club avec l'humoriste Hugo Pêcheur. Nous ouvrons cette édition avec le Monaco Yacht Show et la visite du souverain en ce début d'après-midi, le prince Albert II, qui était accompagné entre autres du ministre d'État. Ils ont ainsi pu se rendre dans de nombreux stands à l'occasion de cette 34e édition. À noter que le Monaco Yacht Show a remis au souverain un chèque de 54 000 € pour soutenir les actions de sa fondation. Ce salon du yachting de luxe rime également avec sensations fortes. Découvrez comment le Seabob et l'e-foil révolutionnent les loisirs nautiques pour les propriétaires de yachts et les amateurs d'expériences inédites. Un reportage de Vanessa Dessy et Alexandra Paolini. Dans un marché où chaque yacht se doit d'offrir de l'amusement à bord, le Seabob et l'e-foil sont les stars des Water Toys, le premier scooter sous-marin électrique permettant de filer sous l'eau à toute vitesse, le second une planche à foil motorisée qui donne l'impression de voler au-dessus des vagues. Silencieux, ludique et respectueux de l'environnement, il révolutionne les loisirs nautiques de luxe. Le jet surf ski, on est sur une planche de surf à moteur électrique ou thermique. La nouveauté, c'est qu'on a ce bras ici, qu'on peut venir enlever. Donc c'est un 2 en 1, soit un mini jet ski à bras, soit une planche de surf motorisée. Le Seabob, jusqu'à présent, ça fait 10 ans qu'on était sur un modèle, donc le F5. Et là, on présente donc le F9, qui est un modèle aussi puissant qu'avant, mais plus léger de 10 kg. Donc c'est la grosse nouveauté pour 2025. Water Toys Center s'impose comme la référence des équipements nautiques haut de gamme pour yacht. La société combine vente, location et formation pour un service sur mesure. Ces jouets nautiques visent une clientèle exigeante. La société, ça fait presque 20 ans maintenant, 15 ans qu'on fait du Water Toys. On fait donc principalement de la vente, on est le distributeur exclusif pour Seabob sur la France et Monaco, et pareil pour la marque Jet Surf. Principalement la clientèle yachtisme et de plus en plus de privés. Vu que la machine est plus légère, les gens ont moins peur de la transporter et on agrandit la clientèle au fur et à mesure. Des professionnels aussi, des loueurs, mais principalement la clientèle yacht pour l'instant. Dans la location de bateaux par exemple, la plupart des clients demandent aux charters d'avoir un Seabob à bord et c'est une condition presque obligatoire pour louer le bateau. Symbole d'un yachting moderne, ces Water Toys ne sont plus de simples gadgets. Ils sont devenus incontournables pour séduire une clientèle en quête de sensations en mer. Et toujours concernant le monde maritime, le Yacht Club de Monaco a réuni 64 armateurs de yachts de plus de 40 mètres battant pavillon du Yacht Club de Monaco ce mercredi. Tout cela dans le cadre de la démarche collective Monaco Capital of Advanced Yachting. Parmi ces embarcations, plusieurs prix ont été décernés pour leurs efforts faits en matière d'environnement et d'innovation. Le Digital Flash Up a fait son retour ce matin pour une deuxième édition. Ce cycle de conférences express permet de sensibiliser les acteurs de l'économie monégasque aux grands enjeux du numérique, l'objectif étant d'accélérer la digitalisation des entreprises. Et le rendez-vous de ce matin était consacré au plan pour y parvenir. Théo Schumer et Marie-Ève B y ont assisté dans les locaux de Monacotech. Porté par le programme Extended Monaco du gouvernement princier, le Digital Flash Up trouve son succès dans son format. 45 minutes chrono seulement pour guider les entrepreneurs et salariés vers la transition numérique. Une bonne manière d'informer pour éviter le labyrinthe des sites internet et le bourbier administratif. On sait qu'un des points forts de ce programme, c'est la formation et c'est dans ce contexte qu'on a créé les Digital Flash Up avec la volonté de porter des formats qui sont accessibles à tous afin de démystifier les grands principes du numérique tout en continuant à
à proposer à nos entrepreneurs de rester connectés aux innovations et faciliter ainsi l'intégration des technologies. L'idée est d'exposer les fondements de la digitalisation, mais surtout d'accompagner les entreprises et leurs salariés. Et c'est d'ailleurs à la méthode qu'est consacrée la session de ce matin. Dans une première partie, 4 experts échangent sur le sujet et dans une seconde, un autre propose des cas pratiques concrets pour l'illustrer et mieux le comprendre. Moi, je conseille directement les entrepreneurs d'une manière beaucoup plus systémique. Et ce que j'aimerais essayer, c'est pour des patrons de PME, TPE, où le jargon numérique, les mots, les outils peuvent paraître complexes, etc. Finalement, recadrer les choses, dire que finalement la technologie doit être qu'un outil au service du business et que les experts, c'est avant tout les patrons. Donc de partir les accompagner sur leurs problématiques, leurs objectifs business et de réfléchir comment le numérique peut être un outil au service de ces objectifs-là. Et justement, les patrons, ce sont en partie eux que l'on retrouve aujourd'hui dans la salle, conquis par ce format. C'était très clair et ça m'a permis en fait de pouvoir mieux conseiller des clients ou des prospects qui en fait pourraient venir me voir en me disant je vais être sur les réseaux sociaux pour être présent sur le web et je peux peut-être leur dire que oui c'est la bonne solution ou non ce n'est pas la bonne solution de travailler avec moi parce qu'ils ont besoin de répondre à des objectifs par un biais différent ou d'avoir une approche peut-être plus globale, pas qu'avec les réseaux sociaux mais également avec un site, des ads, enfin voilà. Le Digital Flash Up est donc un bon moyen d'expliquer de manière rapide et synthétique, mais pour aller plus loin dans la démarche de digitalisation et se faire accompagner, c'est vers le programme Extended Monaco Entreprise qu'il faut maintenant se tourner. Des financements sont également possibles sur demande grâce au fonds bleu mis en place à cette fin. En attendant de franchir le pas, le Digital Flash Up revient dès le 16 octobre, consacré cette fois au déploiement concret d'une stratégie digitale gagnante. Le gouvernement lance un nouveau téléservice pour simplifier la création d'activités en nom personnel. La création d'activités en nom personnel peut désormais s'effectuer entièrement en ligne via monguichet.mc. Ce nouveau téléservice offre aux usagers un parcours simple, rapide et sécurisé, accessible à tout moment. Je vous propose d'écouter le directeur du développement économique. Ce téléservice va permettre à tous les requérants et les acteurs économiques de déposer un dossier de création d'activité en nom personnel 100% en ligne, sans se déplacer. Et mes équipes vont récupérer tous les éléments dans l'outil de back-office. Pourquoi du coup avoir choisi de faire ce téléservice-là? Pour 2 raisons. Tout d'abord parce que chaque année, nous avons à peu près 50% de l'ensemble des demandes d'autorisation qui concernent des activités en nom personnel. Et puis surtout, ces demandes-là ne nécessitent pas de statut et de documents juridiques qui nous permettent d'assurer un suivi 100% numérique. J'imagine aussi c'est une démarche qui s'inscrit dans une vision plus globale aussi, c'est bien ça? Absolument, là, on va dire que c'est une des premières étapes des processus de dématérialisation, parce que pour l'année prochaine, il y aura aussi un téléservice consacré au transfert de sièges. Je voudrais aussi annoncer quelques nouveautés sur le site Mon Entreprise que l'on est en train de moderniser. On va déployer un assistant virtuel avec un chatbot et de l'intelligence artificielle. Et on va aussi déployer dans quelques semaines un module de prise de rendez-vous en ligne pour les équipes du Monaco Business Office et l'ensemble des acteurs économiques et nos mandataires également. Pour en savoir plus et créer votre entreprise en nom personnel, rendez-vous sur le www.monentreprise.mc. En bref, à l'invitation de la présidente de l'Assemblée nationale française, Yaël Braun-Pivet, le président du Conseil national, Thomas Brezo, s'est rendu mercredi à Paris pour un entretien bilatéral. Cette rencontre a permis d'approfondir le dialogue autour de plusieurs dossiers stratégiques concernant Monaco et plus largement les Alpes-Maritimes. Les échanges ont porté en particulier sur la gestion des déchets, mais également la liste grise du GAFI et enfin la mobilité des salariés français travaillant à Monaco. Et à ce sujet, ça roule, si je puis dire, le soir à la sortie de Monaco sur la moyenne corniche. Nous vous l'avons annoncé dans l'édition d'hier, les travaux à Cap d'Aille sont suspendus. De nombreux échanges sont intervenus entre le gouvernement princier, la mairie de Cap d'Aille et le promoteur de l'opération depuis le démarrage du chantier. Cette suspension est effective jusqu'au 5 octobre et les discussions se poursuivent pour convenir d'adaptation de ce chantier permettant de ne plus obstruer la voie de circulation aux heures de pointe. C'était une première, un colloque a été organisé mardi et mercredi au musée d'anthropologie. Son nom, les rencontres du golfe de Gênes. Son objectif, réunir des scientifiques, des chercheurs, des experts et des professionnels autour des enjeux de la préservation du patrimoine face aux risques. Mais quel type de risque? Nous sommes avec un des organisateurs de l'événement, Jacques Rebière, bonsoir. Bonsoir. Comme je viens de le dire, pendant 2 jours se sont déroulées les rencontres du golfe de Gênes. Alors qu'est-ce que ces rencontres tout simplement? Cette rencontre du golfe de Gênes, c'est un tout nouveau concept qui a été copiloté par des collègues italiens, monégasques et français, des collègues de la conservation, des collègues du secours, qui se retrouvent dans ce que l'on appelle le bouclier bleu. Ouais. Alors, le bouclier bleu, si vous voulez, c'est une sorte de croix rouge
pour le patrimoine. D'accord. Cette émanation, c'est né en 1954, quand, dans la mouvance de la création de l'UNESCO, de l'ONU, a été signé à La Haye un traité sur la protection du patrimoine en temps de guerre. Et puis ce traité a été revu en 1999, il a été élargi à tout ce qui est désastre d'origine naturelle ou accidentelle. Ouais. Et un certain nombre de pays ont signé ce traité. Et le bouclier bleu international a été chargé de populariser les décisions prises dans le cadre de ce traité. Et dans certains pays, il y a des émanations nationales. Donc on a le Scudo Blu Italia, le bouclier bleu France, qui ont copiloté ces premières rencontres. C'est la première fois que nous travaillons ensemble avec l'idée d'abord de nous connaître, de savoir ce que fait l'autre. Et on s'aperçoit que sur certains thèmes on fait la même chose, mais on ne le sait pas. Et puis l'objectif, c'est aussi d'apprendre de l'autre, avec l'objectif affiché d'aller vers une démarche d'entraide en cas de besoin. C'est un événement en fait scientifique autour des enjeux de la préservation du patrimoine face aux risques, c'est ça? Exactement ça. Et quel type de risque? Alors il y a des risques, bon malheureusement il y a la guerre qui malheureusement est un risque majeur et comme je vous l'ai dit c'est dans l'ADN du bouclier bleu. Bien entendu il y a un certain nombre de risques type incendie, inondation, tremblement de terre. Des phénomènes qui peuvent être rapides, et puis il y a des phénomènes aussi liés au changement climatique, tout particulièrement la hausse du niveau de la mer, qui engloutit progressivement un certain nombre de sites, soit parce que la mer monte, soit parce qu'elle vient affouiller la base de falaises, et donc provoque des effondrements. Et s'il y a des enjeux patrimoniaux à proximité, bien entendu, vous imaginez bien qu'ils peuvent être impactés. Voilà. Mais également, on aborde la question du vandalisme qui malheureusement sévit, puisque vous savez que les lieux patrimoniaux sont parfois visés pour mettre en avant telle ou telle cause. Et ça fait partie aussi des risques que nous avons en commun et face auxquels nous souhaitons apprendre à réagir ensemble. Alors là, c'est le golfe de Gênes. Qu'est-ce que couvre cette zone en fait? En fait, on a un golfe de Gênes très élargi. Ouais. C'est-à-dire que c'est toute la Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc vous voyez, on va même jusqu'aux Hautes-Alpes, Val d'Aoste, Piémont, Ligurie, Émilie-Romagne, Corse-Sardaigne, et un temps on a même flirté avec la Sicile, vous voyez, c'est un golfe de Gênes. C'est un grand golfe de Gênes. Un grand golfe de Gênes. Et quelles ont été, pour finir, les conclusions, ou qu'est-ce qui est ressorti d'intéressant concernant la préservation du patrimoine dans cette zone? Alors, beaucoup de choses intéressantes qui sont sorties. Je dirais déjà une volonté de travailler ensemble. Et puis un autre axe, c'est comprendre que nous avons à la fois des phénomènes qui peuvent être soudains, je pense à un séisme ou un éboulement, mais aussi des phénomènes qui, eux, peuvent être lents et pour le coup plus durables. Je pense là à l'élévation du niveau de la mer, qui peut être modélisée et nous indiquer que dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, telle zone d'un site archéologique côtier sera engloutie. Et donc ça veut dire qu'en matière de recherche scientifique, cela signifie essayer de fouiller des endroits en priorité parce qu'on sait que dans 10 ans, ils seront inaccessibles. Voyez. Et puis enfin, un autre axe nouveau, je dirais, c'est la coopération qui est naissante entre les mondes que je vous ai décrits et des spécialistes, par exemple issus du Bureau des recherches géologiques et minières, et qui sont intéressés et qui travaillent sur différents systèmes qui visent à casser la houle ou à ralentir les effets mécaniques des vagues sur le patrimoine. Voyez. Et ça, c'est un champ de coopération tout nouveau qui s'ouvre à nous. Jusqu'ici, nous étions dans le constat de « mon Dieu, la mer monte ». Maintenant, nous sommes dans l'idée, nous avons l'ambition d'essayer de limiter la casse, de retarder l'échéance et de nous donner plus de temps pour pouvoir sauver l'essentiel. Voilà pour les conclusions. Jacques Rebière, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.
Le chocolat chaud est de retour pour une deuxième année. Après avoir découvert le thème de l'année la semaine dernière, les 8 artistes sélectionnés ont dévoilé leurs œuvres cet après-midi à la galerie Van Hennes Art Contact. Des tableaux confectionnés à base de chocolat. Ils seront exposés au public pendant 2 semaines avant d'être vendus aux enchères. Théo Schumer et Marie FB se sont rendus sur place pour recueillir les derniers détails de ce programme. Lors de la première édition du Chocolat Chaud, il était question de sculpture. Cette année, ce sont des gravures sur tableau qu'ont dû réaliser les 8 artistes sélectionnés. Mais l'objectif n'a pas changé, il est encore et toujours caritatif. Les 8 artistes, ils se sont appliqués chacun avec un objet qu'ils ont choisi eux-mêmes. Et c'est à Monseigneur, j'espère, comme l'année dernière, qui va choisir l'association qui va avec. Donc la vente à l'enchère faite par Van Hennes, qui c'est notre partenaire aussi. Et tous les profits, ils vont directement à les associations. Le thème de l'année est le monde nautique, clin d'œil au Monaco Yacht Show qui se déroule actuellement, mais chaque participant a tiré au sort un élément différent à réaliser, comme une ancre, un bateau ou une corde marine. Ensuite, libre cours à l'imagination. Pour ce faire, les artistes ont eu besoin de l'aide précieuse de leurs fournisseurs de chocolat, bien sûr. C'est un chocolat dont nous avons pensé que différentes techniques puissent être utilisées. Donc, soit on utilise de la chaleur, soit c'est pour simplement coller, si je peux dire. Donc, en prenant différentes comptes, nous avons pu enfin trouver le bon type de chocolat pour que toutes ces réalisations puissent être faites. Malgré la forme qui est en tableau, ce qui est aussi important, c'est que ce soit facile à travailler pour les artistes, pas simplement sculpter ou déposer des objets dessus. Donc travailler la qualité du chocolat fut quelque chose d'essentiel. Pour le moment, les œuvres sont anonymes. Elles sont exposées dans cette galerie, la Van Hennes Art Contact, jusqu'au 10 octobre. Et le public peut voter pour la meilleure. Les 13 et 14 octobre, elles seront transférées au Méridien Beach Plaza, où le concours révélera les auteurs des tableaux et le gagnant du plus beau d'entre eux, avant d'être vendu aux enchères pour les associations. Depuis cet après-midi à Monaco, l'art souffle un vent nouveau. Le Comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques célèbre ses 70 ans avec une grande exposition. Le thème « Monaco à l'ombre du vent ». Une 50aine d'artistes venus d'horizons différents livrent leur interprétation entre peinture, sculpture et installation. Reportage de Devika Guérenfard et Camille Caloni. À travers ces couloirs baignés de lumière, le vent inspire, questionne et relie. Pour ces 70 bougies, le Comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques auprès de l'UNESCO a convié une 50aine d'artistes. Tous ont travaillé autour d'un même thème, Monaco à l'ombre du vent, chacun avec son propre langage, du plus figuratif au plus expérimental. C'est 50 artistes résidents monégasques ou bien aux alentours, donc on est vraiment sur du très local, donc c'est du soutien aux artistes et à leur vision. Et puis il y a des médiums très divers, c'est extrêmement coloré, on peut rencontrer des personnes aussi à l'intérieur et discuter, donc pour moi c'est une vraie découverte. Au-delà de la thématique, on a la chance de célébrer les 70 ans du comité et on a eu, donc on a été un peu fouillé dans les archives et dans la documentation de la IAP et puis aussi on a pris contact avec certains légataires des artistes fondateurs de l'association. Des artistes fondateurs mais aussi des artistes contemporains, tous ont présenté leur manière de donner forme au souffle invisible. C'était un thème qui était vraiment très très difficile, c'était un vrai défi parce que Monaco à l'ombre du vent, le vent n'a pas d'ombre et l'ombre n'est pas nécessairement vue par le vent. Donc tous les artistes, je pense, que se sont creusés la tête, donc je voulais composer quelque chose entre les deux. Et j'adore la nature. Donc vous avez des éléments de l'agapante, vous avez des éléments de twiga, vous avez des éléments qui sont constants, donc les tableaux avec les vagues sur le fond doré, mais de l'autre côté, vous avez des vagues, le vent qui est passé et qui a emporté les tableaux. Donc c'est pour ça qu'il y a ce désordre qui est un ordre en fait. Ouverte dès aujourd'hui au public, l'exposition se visite gratuitement toutes les après-midi de 14h à 18h au quai Antoine Ier et ce jusqu'au 12 octobre. Une occasion unique de voir souffler l'art sous toutes ses formes à l'ombre du vent.
Juste à côté, toujours sur le quai Antoine Ier, le Quai des Artistes a organisé mardi soir son premier Comedy Club, un rendez-vous entièrement dédié à l'humour. Pour cette première édition, c'est l'humoriste Hugo Pêcheur qui est monté sur scène au bar du quai. Retour sur cette soirée avec Christinda Petit-Homel. Les images sont signées Lionel Bernardi. Je vais commencer une phrase, vous allez devoir la compléter. C'est bon pour vous? Ok, décalé Gatam, décalé Gatam. Public de beauf, vous préférez, super. Les rires ont résonné sur le quai Antoine Ier. Le bar du Quai des Artistes accueillait Hugo Pêcheur pour son One Comedy. Pendant près d'une heure, l'humoriste a enchaîné stand-up, anecdotes et improvisation, abordant un thème universel, l'amour. Une véritable bouffée d'air frais où les éclats de rire se mêlaient à l'émotion. Dans le spectacle, je parle de comment réussir à dire je t'aime aujourd'hui. Quelles sont les différentes façons d'exprimer son amour à travers les sentiments? Est-ce que c'est important de se le dire avec des mots, avec des actes? Donc je compare la génération de mes parents, de mes grands-parents avec la mienne. Voilà, tout ça sous forme d'humour avec un peu d'émotion, avec plein d'histoires personnelles. Et voilà, globalement on rit, on pleure un peu aussi. Et ce que j'aime bien, c'est que sur chaque date de tournée que j'ai pu faire en France, en Belgique, à l'étranger, il y avait toujours ce même retour, c'est-à-dire que quand c'était des jeunes, il y avait « Ah, j'ai reconnu mon père dans ton histoire » et quand c'était des plus âgés, c'est « Ah, j'ai reconnu mon fils dans ton histoire ». La dernière fois, je pars courir dans la forêt avec mon père et il sait que j'ai peur des chasseurs. Donc avant de partir, il me dit cette phrase, il me dit « Hugo, t'inquiète pas, si jamais il y a des chasseurs, j'ai un plan. » Ok papa. On part dans la forêt, au bout de 5 minutes, j'entends un coup de fusil. Là, je vois mon père qui s'arrête en plein milieu du chemin et qui crie « Je suis pas un dindon !» Moi je le regarde, je fais attends papa, c'est ça ton plan? Et je vous jure que c'est vrai, de derrière un buisson, il y a un mec qui sort avec un fusil qui fait ah ouais c'est beau, c'est plein de nose. C'est-à-dire quoi, si tu l'avais pas dit, nous aurait confondu le monsieur là? Il faut mettre de l'eau dans le pastis monsieur hein. Il y a 2 ans, moi j'ai rencontré mon grand-père paternel pour la première fois de ma vie. Et je ne l'avais jamais rencontré, c'était un peu un tabou dans ma famille, comme dans beaucoup de familles, il y a des histoires. Moi dans la mienne, c'était fallait pas parler du papy. Et la rencontre que j'ai faite avec lui a éclairci beaucoup de points sur mes relations familiales et aussi sur ma façon d'être. Pourquoi est-ce que dans notre famille c'est autant difficile de communiquer? Pourquoi est-ce qu'on s'aime et qu'on n'arrive pas à se le dire? Et voilà, j'ai pris à partir de cette anecdote personnelle, j'ai voulu écrire toute une histoire. Face au succès engendré, ce nouveau rendez-vous du rire se tiendra une fois par mois au bar du quai et promet d'ores et déjà de s'imposer comme un incontournable des soirées culturelles de la Principauté. Une nouvelle initiative pour terminer ce journal et ça nous vient de la mairie avec une braderie organisée ce samedi de 10h à 16h au parc Princesse Antoinette. Le but, favoriser l'économie circulaire afin de lutter contre le gaspillage. Les Monégasques et les résidents peuvent réserver gratuitement un stand afin de vendre des articles, que ce soit des vêtements, des livres, des jouets et autres. Cette braderie accueillera notamment un coin vide-chambre imaginé par les collégiens du projet communal junior. L'accès est libre et gratuit et je le rappelle, ce sera ce samedi au parc Princesse Antoinette de 10h à 16h. Les photos de fin de journal de Stéphane Dana sont consacrées aujourd'hui aux œuvres d'art dont on a parlé dans le journal, confectionnées avec du chocolat. À la météo ce soir, Alban Gingembre, et à la présentation de demain à 19h, Patricia Navarro. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Portez-vous bien. Au revoir. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Demain, le ciel sera changeant en principauté avec des nuages le matin et un faible risque d'averse. L'après-midi, ça se dégage avec du vent qui se lève pour chasser les nuages. Les températures, quant à elles, restent constantes entre 15 et 21 degrés. Le vendredi 26 septembre, pensez à souhaiter une bonne fête au COM. Et puis demain, c'est la journée européenne des langues à Monaco. On recense près de 140 nationalités différentes parmi les résidents. Les langues les plus parlées sont le français, l'anglais et l'italien.
C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.